Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler dans cette vidéo de la culpabilité maternelle. Elle rejoint évidemment tout type de culpabilité, mais voilà, on va se concentrer surtout sur les mamans, parce que c'est un sujet qui est vraiment très présent, excusez-moi, quand on parle de douleur liée à la maternité, à la parentalité. La culpabilité, c'est vraiment c'est une des douleurs qui revient constamment et qui est quasiment en premier sur la liste, quoi. Voilà. Une maman, ça ressent beaucoup de culpabilité. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vous expliquer un petit peu pourquoi cette culpabilité et puis comment un petit peu comment la gérer, comment, passer, au-delà de ça, de ce sentiment. Voilà. Donc, heu, j'ai relevé enfin, il y en a beaucoup plus, mais, aujourd'hui, je vais vous parler des 3 principales raisons à cette culpabilité maternelle. Hem, Bien sûr, dans le couple parental, le père également ressent de la culpabilité, c'est pas je ne le nie pas, mais voilà, moi je me concentre sur la maman parce que je suis coach pour les mamans, donc je vais parler de cet aspect-là. La première raison, en fait, c'est durant la grossesse. Durant la grossesse, voilà, c'est la maman qui porte le bébé et il semblerait que, le fait de porter cet enfant pendant 9 mois ou un peu moins, de le mettre au monde, ça nous responsabilise de tout, et à vie. C'est-à-dire que, on a porté cet enfant, cet être en nous pendant 9 mois. On lui a donné, de quoi se nourrir, on a fait attention à lui, on a fait attention à nous pour qu'il ait le meilleur. Et c'est comme si psychologiquement, la maman se disait que voilà, même une fois née, en fait, elle reste responsable de tout ce qui concerne l'enfant et à vie, jusqu'à ce que la maman ou l'enfant malheureusement ne disparaisse. Donc, c'est comme si le cordon en fait ne se coupait jamais, quoi. Le cordon ombilical, c'est comme si même après la naissance, il restait là et que la maman, elle se considère toujours comme le cocon, pardon, protecteur de l'enfant, comme la personne qui le nourrit, la personne qui l'éduque, celle qui l'habille, celle qui l'aime, celle qui voilà, qui lui donne le meilleur, tout ce qui est bon et aussi tout ce qui est mauvais, évidemment, puisque si elle peut donner le meilleur, elle peut aussi donner le pire. Heu, donc la maman qui se sent responsable de tout ce qui concerne son enfant, quand elle va lui donner le meilleur, quand elle va lui donner du bon, elle va se sentir bien par rapport à ça et quand il y aura des choses un petit peu moins bonnes ou quand il y aura des petits manquements ou voilà, ou quand elle va aller dans le pire, donc je sais pas, crier ou des choses, voilà, un peu plus extrêmes, elle va se sentir coupable parce que, c'est elle qui tient cet enfant en vie, c'est elle qui est responsable de tout ce qui concerne cet enfant. Donc ce que je dis là, c'est évidemment pas, ce que je pense, la maman n'est pas plus responsable que le papa, et puis à un moment donné dans la vie de l'enfant, la cette responsabilité lui revient, évidemment. Donc voilà, ce que je dis là, c'est le sentiment de la maman. La maman, à partir du moment où elle a été enceinte, où elle a porté l'enfant, et même souvent dans des cas où, on parle d'enfants adoptés ou d'enfants qui ont été portés par d'autres femmes, la maman se considère comme, responsable de tout.
Voilà. C'est elle qui l'accueille, c'est elle qui le prend dans son giron, c'est elle qui le nourrit, qui l'éduque, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. La maman se sent absolument responsable de tout et à vie. Voilà. La deuxième raison, ça va être c'est l'évolution historique du rôle de la femme dans la société. Donc, je dis bien du rôle de la femme. Le rôle de la maman, évidemment aussi, mais le rôle de la femme. Donc, avant les années 60, la femme, elle était à la maison. Voilà, une fois qu'elle s'était mariée, elle allait dans la maison de son mari. Et puis, son rôle, c'était de tenir la maison, c'était d'avoir des enfants et de les garder, de les éduquer, de les nourrir, etc. Elle ne travaillait pas, évidemment. Et puis, la question ne se posait pas, en fait. Voilà, elle n'avait pas spécialement de droit à l'extérieur de la maison. Donc, voilà, la femme, c'était la ménagère qui tenait le ménage. Et voilà, et le ménage, on comprend les enfants dedans. Voilà, c'est son rôle. Après les années 60, avec les discours féministes, Simone de Beauvoir la première, voilà, on a considéré un petit peu que la maternité, c'était un frein à l'évolution du rôle de la femme dans la société, justement. Donc la maternité, ça a commencé à être un petit peu quelque chose pas de négatif, mais voilà, réfléchis bien. Parce que si tu as des enfants, tu vas être coincé à la maison. Donc, on a commencé un petit peu à changer de mentalité. Et puis, évidemment, voilà, à partir de la fin des années 60, surtout les années 70, les droits des femmes ont évolué, elles ont pu travailler, elles ont pu avoir un compte bancaire à leur nom. Voilà, leur vie de femme a évolué aussi, les mœurs ont évolué. On n'était plus obligé de se marier, et on n'était plus une vieille fille à 23 ans si on n'était pas marié. Enfin, voilà, tout ça a évolué. Donc, la femme aussi, dans son éducation, dans son éducation, j'entends par ce qu'elle entendait autour, parce que la génération d'avant, évidemment, c'est pas les propos qu'ils avaient à la maison, mais voilà, c'est des femmes qui ont évolué dans une société où la femme était vue comme enchaînée par son rôle de mère et par le fait qu'elle doive tenir la maison. Voilà, c'était son rôle, c'était son obligation, quelque part, sa responsabilité. Euh, et de passer à l'émancipation et puis voilà, tu as le droit d'avoir ta propre vie, d'avoir tes propres envies, de faire ce que tu as envie de faire. Si tu ne veux pas te marier, si tu ne veux pas avoir d'enfants, tu n'es pas obligé, etc., etc., etc. Donc voilà, on est passé un petit peu il y a eu une période où c'est passé un peu dans l'autre extrême également, où les femmes, évidemment pas toutes les femmes, mais une partie de la population féminine a complètement rejeté cette idée de maternité et de devoir être en fait à la maison. Mais ça a mené, donc dans la deuxième, la troisième génération, ça a mené à de la culpabilité, puisque il y avait ces femmes qui souhaitaient évidemment avoir un travail, avoir une famille, avoir une vie de femme, être épanouies dans plusieurs domaines de leur vie, mais ça les amenait évidemment à faire des choix. On ne peut pas tout avoir. La vie est faite de choix. Je vous invite à aller regarder mon autre vidéo qui parle des réalités du choix. Voilà, on peut évidemment, en tant que femme, avoir un travail, avoir des enfants, être dans un couple, ou pas d'ailleurs, avoir une maison ou pas, etc., etc. On peut choisir ce genre de choses. On peut choisir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On peut voyager. On n'est pas attaché à notre mari ou à notre père.
Tout ça, c'est OK, mais dans les faits, on ne peut pas mener de front tout ça. On ne peut pas être excellente partout. Il y a un moment où voilà, on est obligé de faire des choix. On est obligé de faire des choix. Notre journée, elle a 24 heures. Il faut faire des choix. On ne peut pas passer 8 heures pour sa vie de femme, 8 heures dans sa vie de mère, 8 heures dans sa vie du travail, dans sa vie professionnelle, et 8 heures, etc. Les loisirs, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. On va mettre un peu plus de temps sur un domaine, un peu moins dans un autre, etc., etc., etc. Et donc, la culpabilité, en fait, c'est surtout amené par la confusion, par le fait qu'on entend le discours, mais bien sûr, les femmes doivent être épanouies dans toute leur vie, qu'elles soient professionnelles, privées, etc. Elles doivent l'être, n'est-ce pas? Et on a énormément d'injonctions de ce côté-là. Et de l'autre côté, moi, femme, maman, j'arrive pas à m'épanouir dans tout de la même manière, en fait. Oui, on peut être épanoui dans beaucoup de domaines, mais encore une fois, ça implique des choix. Voilà, ça implique des choix. Et dans le discours en fait sociétal, c'est que il faut être accompli dans tout ce qu'on fait. Voilà, une femme, elle doit être accomplie dans tout ce qu'elle entreprend. On est un petit peu élevés comme ça, les filles, malheureusement. Voilà, c'est la société patriarcale. Une maman, et vous l'avez vécu vous-même. Par exemple, si je prends le cas de la maman qui n'est pas encore maman, donc la femme qui n'a pas d'enfant, il y a une pression sociale. Quand est-ce que tu veux en avoir? Si en plus vous n'êtes pas en couple, alors là, c'est le pompon sur le bonnet du marin. Et une fois que vous êtes enceinte, alors là, vous êtes... voilà, tout le monde est autour de vous, vous dégagez quelque chose de merveilleux. Et à la seconde où vous accouchez, quasiment, vous êtes oublié parce qu'on va parler du bébé et voilà, tout va être concentré sur le bébé. Et la maman, une seconde après avoir accouché, elle doit être opérationnelle. Elle doit être une mère parfaite pour cet enfant. Euh, parce que sinon, on va vous reprocher. On va vous reprocher. Alors, ce que j'ai listé, par exemple, un manque de temps, un manque de présence, un manque de disponibilité, un manque d'énergie aussi. On va vous reprocher, pardon, on va vous reprocher le fait d'être fatigué. Vous dire, mais par exemple, vous êtes maman au foyer. On va vous dire, mais tu ne travailles pas. Pourquoi tu es fatigué? Viens passer une journée chez moi, quoi. Etc., etc. Ou alors, si vous travaillez, vous travaillez en extérieur, par exemple, vous avez les trajets, vous avez effectivement le travail donc avec d'autres gens, ça prend beaucoup d'énergie. Quand vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans une activité Montessori avec vos enfants qui sont, eux, tout excités de leur journée à eux. Enfin, voilà. Mais on va vous faire une réflexion éventuellement de pourquoi tu t'occupes pas d'eux ou voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est le discours, je dis le discours sociétal, mais ça peut être aussi dans la famille, ça peut être aussi au sein de la famille. Ça peut être des reproches, des choses comme ça. Et en fait, voilà, autant la maman, à partir du moment où elle est enceinte et qu'elle accouche, se sent responsable de tout, autant la société, les proches, tous les gens qui gravitent autour de la maman la responsabilisent de tout. Donc, de toute façon, ce qu'elles font pas, ce qu'elles donnent pas, c'est, voilà, de toute manière, elles sont coupables de tout. Donc, on a ces deux aspects-là. La première raison, je vous rappelle, c'est la maman qui se sent responsable de tout à vie. La deuxième raison, c'est donc l'évolution. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. L'évolution du
du rôle et des droits de la femme dans la société, et donc le fait que, la société, voilà, que les gens disent à la maman: «OK, tu as voulu tout ça, tu l'as, mais maintenant tu assumes». Voilà, en gros, c'est ça. Donc de toute façon, tu es responsable de tout. Voilà. Ça, c'est les 2 premières raisons. La troisième raison, ça va être, alors c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais c'est quelque chose dans lequel on baigne, constamment, en fait. Vous allez comprendre. C'est l'idéal de la maman parfaite. Alors il y a des gens comme moi, des coachs qui véhiculent, cette image de la maman parfaite. Il y a d'autres gens qui parlent de parentalité et qui véhiculent cette, idée de la maman parfaite. Vous avez les médias évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est, télé-réalité, tout ce qui est même, cinéma, ou des livres, des émissions, voilà, dans la culture, vous avez cette image de la maman absolument parfaite. Ce que j'appelle la maman parfaite, elle va être bienveillante tout le temps, avec tout le monde, mais surtout avec ses enfants évidemment. Elle a du succès dans son travail, elle a une silhouette de mannequin, elle est toujours apprêtée, elle a les ongles faits, elle fait des gâteaux avec ses enfants, elle leur lit des histoires, elle fait l'école à la maison. On se demande même comment, elle arrive à faire tout ça, mais voilà, elle fait tout ça et avec le sourire, heu et voilà, c'est vraiment la maman rêvée, quoi, voilà. Et les enfants l'adorent, même les enfants des voisins l'adorent, c'est la maman gentille et cetera. Donc là, je caricature un petit peu. Cette maman-là, elle peut exister, bien sûr, elle peut exister, mais il y a de fortes chances que ce soit, à un instant T ou que ce soit à un moment M, on va dire, peut-être pendant 1 heure ou peut-être pendant un quart d'heure, peut-être qu'elle est tout ça. Oui, c'est possible. Par contre, elle l'est certainement pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas humain, en fait. Il y a un moment où cette maman-là, cette image de la maman parfaite, c'est une maman, en fait, qui se donne à tout le monde, qui s'offre à tout le monde, qui est quasiment sacrifiée. Alors d'accord, elle est bien coiffée, elle est bien, mais en fait, dans cette image, idéalisée de la maman, on la voit jamais, abandonner ses enfants pour aller, je sais pas, faire une promenade dans la forêt ou, non, enfin, elle est maman 24 heures sur 24 dans le sens où elle a, ses enfants constamment avec elle, et même quand elle fait des choses un petit peu, je sais pas, voilà, je vais aller prendre un bain, et ben, les enfants sont jamais loin, ou, voilà. Elle est tout le temps dans son rôle de maman, en fait. Hem et elle se sacrifie. Si je suis en train de me faire les ongles et que mon enfant a besoin de moi, je vais évidemment tout laisser tomber. Alors c'est super, on adore et on l'a toutes fait. Mais il y a des moments où on a juste besoin de 5 minutes pour soi, sans culpabiliser, sans se dire qu'on est une mauvaise mère. Voilà. Cette, idée de la maman parfaite, elle est également, donc je parlais de mes collègues ou de gens, voilà, de coachs ou de gens qui font des métiers, semblables. Je me suis pas rendu compte que j'avais encore mes écouteurs, donc je vais les enlever. J'ai besoin du micro, mais pas des écouteurs. Hem, la parentalité positive. Voilà. La parentalité positive, c'est un domaine qui prend un peu d'ampleur, voilà, on en parle de plus en plus. On a beaucoup parlé de Montessori. Maintenant, on est passé à cette parentalité positive. Alors, autant Montessori était culpabilisant, autant la parentalité positive l'est également. On a souvent le sentiment
que si justement on n'a pas des jouets Montessori, que si, pardon, si on crie, si on s'emporte, que si notre enfant ne dort pas en cododo, ou voilà, toutes ces choses-là, si on ne fait pas ça, si on n'est pas dans la communication non violente constamment, on est un mauvais parent, on est une mauvaise mère. Le fait est que non, en fait, on est juste humain, on est juste humaine. Avoir conscience de tout ça, savoir tout ça, que, voilà, que la communication non violente existe, que c'est une méthode qui fonctionne et que c'est une méthode positive et bienveillante pour tout le monde, ça c'est excellent de le savoir. Après, si dans les faits, vous ne parvenez pas à communiquer de manière non violente constamment, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Ça arrive. Oui, il y a des gens qui s'énervent. Oui, il y a des gens qui crient. Oui, il y a des gens qui lancent des assiettes. D'accord. À partir du moment où c'est pas une habitude, à partir du moment où c'est pas une ambiance à la maison qui est comme ça, qui est lourde, qui est chargée, ça va, ça va. C'est pas grave. On a le droit de s'emporter. C'est pas grave. Donc, le tout, c'est de s'en rendre compte. Si vous avez crié sur votre enfant, laissez retomber la pression, allez le voir, excusez-vous, reconnaissez ce que vous avez fait, excusez-vous et expliquez-lui. Maman s'est fâchée, j'aurais pas dû crier sur toi, je suis désolée. Voilà. Est-ce que je t'ai fait peur? Vous discutez avec votre enfant et vous lui expliquez. Je n'ai pas crié à cause de toi, c'est jamais à cause de l'enfant ou à cause de... Non, vous avez crié parce que vous avez crié, parce que vous étiez en colère et que c'est votre manière de gérer votre colère. Là, c'est un autre problème. Euh, voilà, vous lui expliquez, c'est tout. Je suis humaine, je fais des erreurs et ça arrive. Et toi aussi, tu as le droit d'en faire et ça arrive et c'est pas grave. À partir du moment où ça ne devient pas un système récurrent, où c'est pas une habitude. Voilà. C'est là où on peut utiliser ces outils qui sont la parentalité positive, que sont la communication non violente, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des outils, c'est des choses qu'on peut utiliser, mais qu'on n'est pas obligé d'utiliser constamment. Donc, on déculpabilise là-dessus. Voilà. Alors, comment dépasser cette culpabilité? Donc, j'ai un petit peu déjà répondu, mais voilà, je vais vous donner 4 points essentiels pour dépasser cette culpabilité. Le premier point, qui est vraiment le plus important, c'est de faire le deuil de cet idéal, de l'image de la maman parfaite. Faites le deuil, c'est-à-dire accepter que vous n'êtes pas cette maman parfaite, que vous ne le serez jamais, et que finalement, personne ne l'est, en fait. Elle n'existe pas, cette maman. Elle existe dans les médias, elle existe dans l'imaginaire. C'est un idéal. Donc, voilà, acceptez ça. Vous ne serez jamais cette maman parfaite. Jamais. En tout cas, pas 24 heures sur 24. Le deuxième point, c'est d'établir vos propres attentes, d'établir vos objectifs. En fait, c'est quoi votre objectif dans votre parentalité? Qu'est-ce que vous voulez faire avec vos enfants? Comment vous voulez les élever? Définissez des objectifs. Alors, 3 objectifs, c'est très bien. Voilà, ça peut, c'est pas après, c'est pas sur toute. Hein, il y a différents stades dans l'éducation. Donc, 3 objectifs, c'est déjà un maximum, hein. Si vous en avez un, c'est très très bien. Définissez un objectif, définissez vos attentes par rapport à cette parentalité. Le troisième point, ça va être de lister vos valeurs et en fait de lister les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants. Donc, ce n'est pas vos valeurs en général, mais c'est les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants. Si vous voulez transmettre à vos enfants, je ne sais pas, la valeur liberté, par exemple, la valeur amour, la valeur partage,
la valeur réussite, etc., etc., etc. Listez les valeurs que vous voulez transmettre à votre enfant ou à vos enfants. Vraiment, faites une liste sur un papier. Après, vous pourrez les hiérarchiser aussi, hein, voir laquelle est la plus importante, laquelle est peut-être moins importante, etc., etc. Ça vous permettra d'avoir les idées claires en fait voilà, une fois que vous combinez vos objectifs, vos attentes et puis les valeurs, vous allez avoir déjà une ligne directrice. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec eux? C'est-à-dire pas, si je prends un exemple concret, votre enfant est inscrit au volley, il est inscrit à un club de théâtre, il fait du violon, il fait du ballet, je ne sais pas, voilà, il fait plein de choses. Encore une fois, je caricature pour que vous compreniez bien. Donc, vous avez inscrit votre enfant à plein d'activités. Plein d'activités. Donc, ça, c'est super. Et puis là, vous vous posez en disant, bon, moi, je suis aussi crevée que lui à la fin de la semaine parce qu'il faut que je l'emmène à droite, à gauche. En plus, ça nous coûte un bras. En plus, ceci, en plus, cela. Voilà. Donc, vous trouvez des points négatifs au bout d'un moment parce que c'est pesant, évidemment. Et puis, en plus, vous avez Junior qui vous dit, maman, tu sais, le karaté, j'aime pas trop ça. Oui, mais bon, on a payé, alors maintenant tu y vas. Voilà. C'est peut-être un discours que vous avez déjà entendu et que vous avez déjà tenu. Ce que je vous propose, et là, c'est la fin de l'année, donc c'est super. Voilà, c'est l'occasion de le faire. Faites un point sur tout ça et voyez vos objectifs et vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre enfant? Si vous voulez transmettre à votre enfant que la valeur argent est importante, alors comment vous voulez la transmettre? C'est quoi l'objectif? C'est de lui dire, on a payé, donc tu es obligé, ou c'est de lui dire, écoute, on s'est engagé dans cette activité. Tu sais, alors je te montre sur le calendrier, voilà, on s'est engagé jusqu'en, disons, février. Est-ce que tu es d'accord pour continuer jusqu'en février? Et en février, on verra ce qu'on fait. C'est un peu différent déjà comme approche. Je ne vous conseille pas d'apprendre à vos enfants que l'argent est une finalité. L'argent est un outil. Voilà, mais je ne rentre pas dans les détails. Donc, voilà, vous avez plein d'activités sur le papier. Prenez vos objectifs, vos attentes. Qu'est-ce qui colle aux deux? Peut-être que l'équitation, bah, c'est pas nécessaire. Peut-être que, même globalement, peut-être que bah, il fait 6 activités, peut-être que 2, en fait, ça suffit. Peut-être une. Voilà, voyez selon vos objectifs, voyez selon si votre objectif, c'est de passer du temps avec votre enfant, ça devient illogique de l'inscrire tous les jours dans une activité parce que finalement, bah, après l'école, il fait son activité, il rentre, il mange, il dort. Donc, vous n'aurez pas le temps de passer du temps avec lui. Voilà, revoyez tout ça selon vos objectifs, vos attentes et selon les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, vous avez évidemment les commentaires pour poser des questions. Le dernier point que j'avais noté, c'est ce que vous pouvez faire, donc, et ce qui rejoint en fait ce qui est le pendant du deuil de la mère idéale, c'est de lister ce qui est pour vous une bonne mère. Pas une mère parfaite, une bonne mère. Qu'est-ce qui fait pour vous une bonne mère? Quelle mère je veux être? Donc ça rejoint évidemment vos objectifs et vos attentes, ça rejoint vos valeurs. Listez quelle mère je veux être. Qu'est-ce qui fait une bonne mère? Voilà. Peut-être que vous aurez 3 mots, peut-être que vous aurez une phrase. Ce que je vous conseille dans ce genre d'exercice, en fait, c'est de faire un premier jet avec tout ce qui vous passe par la tête. Et puis, vous prenez 5 minutes tous les jours, pendant une semaine, on va dire, une dizaine de jours. Et vous revoyez, vous revenez, vous enlevez, vous rajoutez, etc. Vous modifiez. Vous voyez ça comme ça sur une dizaine de jours. Et normalement, au bout de 2 semaines, vous avez un produit qui est valable. Voilà.
Voilà, donc j'espère que j'ai répondu, je pense que j'ai répondu à la thématique, donc voilà, de la culpabilité maternelle, pardon, et comment la dépasser. Si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, j'organise un webinaire exceptionnel le 5 janvier à 20h30. Vous aurez toutes les informations par email à partir du moment où vous serez inscrite. Donc, je vous invite vraiment à venir, à participer. Ce sont les 5 raisons pour lesquelles la maman se sent débordée, se sent dépassée, autant dans ses émotions que dans ses responsabilités, dans les situations. Et je vais vous offrir 3 clés pour retrouver votre sérénité. Voilà. Vous aurez également un cadeau pour votre présence au direct et puis il y aura un super bonus pour les mamans qui resteront jusqu'au bout. À la fin du webinaire, vous verrez, ça sera un super, super bonus. On va parler de comment dépasser ses croyances pour avoir une vie plus apaisée. On va parler de comment mettre en place des actions concrètes pour faire ça. Et puis, comment arrêter de se prendre la tête, en fait, avec des tâches rébarbatives, avec des choses qui ne nous intéressent pas, qu'il faut parfois faire, mais qui ne sont pas nos préférés. Voilà. Donc, je vous mets le lien d'inscription en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, invitez vos amis, partagez à vos collègues, à tout le monde. Il y a une centaine de places, donc voilà. Je vous attends. Je lis aussi vos commentaires, vos questions, j'y réponds. Si vous avez des idées de sujets, s'il y a des choses dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à écrire ça en commentaire. Je serai ravie voilà, de faire ça. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, et puis passez un excellent week-end. Ciao!